Attention, cette vidéo est réalisée par un mec un peu faux cul et plein de mauvaise foi. Et je vais vous expliquer pourquoi et en profiter pour répondre à une de vos questions principales du moment. Salut, c'est Greg. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser mes guides de road trip prêts à voyager à moto qui ne sont que sur la route et vous êtes de plus en plus nombreux à me faire de très bons retours dessus et à repartir avec. Alors, il y a une question qui arrive de plus en plus régulièrement et qui est pourquoi est-ce que tu pourrais pas mettre dedans un petit peu des variantes avec du off-road, avec des pistes, ou pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas nous proposer des guides majoritairement off-road puisqu'on adore la façon dont tu nous fais des guides route. Et aujourd'hui est un jour grave puisque c'est le jour où je vais vous expliquer pourquoi non, je ne vous proposerai jamais de guide off-road. Et avant que vous ne me boudiez définitivement, avant de partir, pourriez pas vous abonner un petit peu si vous aimez au moins mes guides et ce que je fais? Ça permettrait de soutenir la chaîne et tout ce travail pour vous proposer des destinations de road trip et surtout en ce moment. Bon, et puis comme il faut jamais dire jamais, vous allez voir aussi que c'est pas toujours vrai qu'il n'y aura pas de off-road dans mes guides. Mais ce sera pas en France. Avant de démarrer et que je vous explique tout ça et que je vous donne tous mes arguments, on va juste, et vous comprendrez l'importance pourquoi à la fin de cette vidéo, rendre un hommage et remercier toutes les personnes, tous les traceurs comme on les appelle, qui ouvrent des pistes, qui créent des itinéraires off-road, que ce soit pour des événements ou que ce soit en tant qu'accompagnateur, parce que vous allez voir que c'est un travail énorme qui bien souvent est fait de manière plus ou moins bénévole et qui prend un temps absolument inimaginable. Et vous allez voir que si tout le monde demande des GPX et des traces off-road, eh ben c'est peut-être parce que personne n'a envie d'aller faire le job. Alors encore une fois, bravo à eux, et maintenant je vais vous donner mes arguments. Le premier argument que je vous donnerai, même s'ils ne sont pas dans l'ordre, c'est déjà que pour aller ouvrir et créer une trace off-road, eh bien il faut beaucoup de niveaux. Il faut maîtriser le tout-terrain, il faut savoir ce qu'on fait et on peut personnellement se mettre en danger. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous aventurer sur un terrain, eh bien vous n'avez aucune information de savoir si ça sort, comment ça va se passer, s'il va falloir remonter dans une pente pas possible, on ne peut pas faire demi-tour avec la moto, ni s'il va y avoir une marche ou un éboulement ou quoi que ce soit. Et ça, c'est pour la partie reconnaissance. Vous verrez que ça s'applique aussi après à la partie en pratique quand vous allez envoyer des gens indirectement dessus. Et bien entendu, si vous partez faire des recos tout seul, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de venir tout le temps avec vous, vous allez aussi comprendre pourquoi dans les arguments suivants. Eh bien, si vous partez tout seul, c'est un immense danger. Même si vous avez les applications d'aujourd'hui qui détectent les chutes ou des balises GPS, vous risquez de vous mettre dans un sacré bourbier, surtout si vous allez dans des régions et des zones que vous ne connaissez pas, où vous n'auriez fait à l'avance que des repérages par l'écran, au travers des cartes, puisqu'on n'a pas bien d'autres moyens que ça pour le faire. Et donc, on peut arriver dans des situations, quand on n'est pas un pro du off-road et qu'on n'a qu'une seule machine, qui est bien trop grosse pour ça, eh bien oui, on peut arriver dans des situations clairement dangereuses. Surtout pour un poireau du off-road comme moi. Maintenant, on va parler du temps que ça prend et du coût que ça coûte pour créer une trace. Faire une trace propre, un truc sympa, bien fait, pas forcément tout le temps trop dur, avec des niveaux plus ou moins variés, avec des paysages qui sont quand même agréables et pas toujours enfermés, avec quelque chose de logique, pas quelque chose d'idiot qui tourne en rond. Bref, faire une belle trace propre, ça prend un temps que vous n'imaginez clairement pas pour la plupart des demandeurs qui n'ont jamais essayé de créer des traces off-road. Et déjà, ça va commencer, même pas en réel, mais ça va commencer au bureau, puisque vous allez passer énormément de temps sur les cartes, avec le cadastre, pour voir déjà si c'est légal et si on a le droit d'aller sur telle trace ou telle trace, si c'est un cul-de-sac, si elle ressort, on ne sait pas le niveau de difficulté, il va falloir travailler avec les topographies. Il y a un travail de préparation qui est juste immense à la base, avant même de partir. Et ensuite, bien évidemment, il y aura le travail de reconnaissance sur place. Et bien souvent, ce qu'il y a sur les cartes et ce qu'il y a sur place n'est pas toujours en corrélation ou pas forcément toujours d'actualité. Alors imaginez, si vous voulez faire une trace off-road dans un endroit qui est loin de chez vous, déjà vous avez l'aller-retour, temps et argent. Ensuite, sur place, vous savez, des fois le off-road, ça dépend, on va en reparler, des conditions météo que vous avez eues. Et ça, vous le choisissez pas. Et si vous avez bloqué un créneau pour aller faire une reco, c'est maintenant et c'est pas un autre moment. Et avec la météo, tout devient vite des fois plus long et plus compliqué. Qui dit plus long, dit donc plus de temps sur place, plus de nuits, plus de quoi? De congés payés ou bien de temps où on ne travaille pas? Et plein d'autres facteurs qui vont venir s'ajouter et qui vont faire qu'à la fin, pour avoir fait la reco et espérer avoir sorti un itinéraire qui est à peu près potable et on va espérer quand même vachement correct, eh bien ça va représenter un coût qui est astronomique. Et pour que ça devienne rentable, parce qu'il ne faut pas oublier que quand quelqu'un part faire des recos, soit il n'est pas avec sa famille et c'est sur ses week-ends, et donc c'est très court et ça prend énormément de temps pour sortir quelque chose, soit il le prend sur ses jours de congé, il est donc pas avec sa famille ou réellement en congé, ou soit il est à son compte comme moi et il le prend sur ses fonds propres, puisque dans ce cas-là, il ne rentre pas d'argent à ce moment-là. Et quand vous faites le calcul,
C'est faramineux. Aujourd'hui, j'ai du mal à inscrire mon activité dans quelque chose de pérenne, puisque je vous vends des guides où je vous prends complètement par la main et c'est comme si j'étais là, sauf que je suis dans votre téléphone par exemple ou imprimé sur papier. Et ces guides-là, ils tournent entre 30 et 60 € selon que ce soit des 3 jours ou des bien plus longs, jusqu'à 2 semaines. Si avec ça, et le temps que ça me prend, par exemple là, on va aller faire des recos d'un guide au Maroc, c'est là où je vous ai dit que je suis un peu menteur parce qu'il y aura un petit peu de off-road, mais l'objectif c'est de vous débloquer le Maroc pour monsieur tout le monde parce qu'on est capable de faire un road trip là-bas 100% route. Mais bref, avant que celui-ci, même 100% route, qui va être à 60 balles, devienne rentable, vous imaginez sur 2 semaines tous les coûts qu'il va falloir prendre, et sachant que moi j'ai pas de congé, c'est autant de retard sur les sorties de vidéos, préparation de nouveaux guides alors qu'on est en pleine saison, etc. Donc si ça devait être le cas sur du off-road, parce que ça prendrait un temps monstrueux comme je vous l'ai dit, en étant chez nos voisins proches où c'est quand même plus facile de tracer, je vous explique après pourquoi, ou en France, où là ça devient complexe, eh bien ça fait des guides que je devrais sortir à combien ? 400 balles. En tout cas, vous comprendrez vite pourquoi. Est-ce que les événements off-road ne sont pas donnés, puisque une fois que les gars ont payé tous les prestataires, donc là où on dort, les traiteurs, les bénévoles éventuellement, au moins les défrayés, ceux qui travaillent pour de bon, tous les autres prestataires qui va rester, et ceux qui sont allés faire les traces, et qui ont bossé en amont pendant des semaines à plusieurs dessus, eh bien, ça vous justifie rapidement le tarif de tous ces événements off-road. Donc ça, c'était pour la section temps et coût que ça implique d'aller créer depuis le bureau jusqu'au terrain une trace off-road qui tient la route. Bon, ensuite, on va avoir tout ce qui va être les facteurs aggravants autour pour continuer dans le sujet de pourquoi je ne veux pas vous proposer de off-road. Puisqu'on va rentrer dans le « maintenant c'est le client qui part et qui va utiliser cette trace ». Eh bien, dans la mesure où vous lui avez vendu, je pense qu'il y a un minimum d'éthique et de morale à avoir. Et on ne sait pas dans quoi on va envoyer les gens, même si on a fait les recos en avance, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des facteurs aggravants, comme la météo, ou le passage d'engins de chantier par exemple, qui aurait pu tout modifier, ou des nouveaux travaux, peu importe, travaux forestiers. Et vous allez donc envoyer des gens sur quelque chose qui ne ressemble pas forcément à ce à quoi vous avez pu faire le test précédemment. Le temps a pu passer, et puis il y a un autre paramètre qu'il ne faut pas oublier. C'est la difficulté. On n'a pas tous le même niveau. Il est impossible de quantifier le niveau de chacun et de dire moi je suis passé, toi tu passeras. On ne connaît pas le background des gens, on ne connaît pas leur moto, on ne connaît pas leur forme du jour, ce qu'ils ont dans la tête. Bref, ce qui est facile pour certains, ce qui est même insignifiant pour certains, est vite difficile pour d'autres ou va vite les perturber. Et au-delà du fait de ne pas savoir si les gens vont réussir à passer ou pas, ou vont se mettre en danger ou en difficulté, il y a simplement le temps que ça va prendre. Parce que parfois, une trace qui va peut-être faire 150 km va se parcourir en quelques heures, mais des fois, vous connaissez tous les gars qui ont été en galère et qui ont mis 3 heures pour faire 5 km, et encore, ils étaient plusieurs à céder, sinon ils restaient sur place. Donc quand on commence à se tourner vers la personne qui va tester ce guide, eh bien là, ça devient vachement complexe au niveau de la gestion de la difficulté. Et alors si vous me dites qu'il faut commencer à faire une trace bleue, une trace rouge moyen foncé, rouge clair, noir sévère et compagnie avec des passages comme ci comme ça, bah déjà ça revient au début de ce que je vous ai dit. Moi il faut que j'ai un niveau Paul Tarès et puis bah ça va prendre encore 4 fois plus de temps, enfin ça devient ingérable complètement. Et une fois de plus, chapeau bas à toutes les personnes, ou plutôt casquette basse, à toutes les personnes qui font les recos et qui organisent des événements tout-terrain. Donc moi, clairement, par rapport à ce que je veux vous proposer comme service, il n'est pas question d'avoir des gens qui peut-être des fois même vont se sentir au-dessus de leur pompe et vont se jeter dans quelque chose, même s'ils l'ont vu à l'image, et penser que ça passe et les mettre indirectement en difficulté. J'ai clairement pas envie de prendre cette responsabilité, même si elle peut être uniquement morale. Maintenant, on va pas oublier qu'on est dans un pays complexe niveau législation et on va regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui peut se passer au niveau de la législation d'accès d'utilisation des chemins. Comme je vous ai dit tout à l'heure, préparez ça à l'avance au moins pour dégrossir un petit peu le travail sur l'ordinateur avec toutes les méthodes qu'on a, ça prend un temps colossal. Ensuite, quand on arrive sur le terrain, bien souvent, on va se retrouver face à des nouveaux magnifiques petits panneaux d'interdiction B0 qui vont fleurir, donc qui interdisent l'accès à tout véhicule sur les chemins par exemple. Donc déjà là, même après des recos qui ont été faites, on a déjà vécu sur des événements l'expérience de panneaux qui ont fleuri parce que quelqu'un a entendu dire qu'il y allait avoir un passage et les panneaux, on les voyait qui brillaient. Je me rappelle, je sais plus si c'était sur le dernier Raid Occitan, il y a 2-3 ans là quand ça a été annulé, ou si c'est sur un Trail Adventure Days, mais alors le panneau, il reluisait, il faisait mal aux yeux. Le béton était limite encore un peu frais, tu vois, encore un peu humide. Donc ça, on peut pas le garantir, mais quand ensuite la trace va être vendue et utilisée pendant quelques mois ou années, forcément années,
parce qu'on peut pas aller faire les recos à chaque fois, ça deviendrait complètement dingue. Ce qui sur route est beaucoup plus simple, une route ne ferme pas. Ou en tout cas aujourd'hui, avec Google Maps et compagnie, on voit vite les petits sens interdits et on sait en temps réel si c'est fermé ou pas. Là, en tout terrain, c'est clairement pas possible. Donc ce qui veut dire que vous allez vendre un service à quelqu'un, service qui devient inexploitable. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, mécontentement du client, des mauvais retours, une mauvaise réputation, et peut-être que tout va s'écrouler derrière, puisqu'on va se mettre à dire, bah lui, il fait des guides qui ne tiennent absolument pas la route. Et ça, c'est quelque chose que je veux pas, puisque j'accorde un soin tout particulier à vous proposer un service que j'aimerais appeler un peu premium. Alors là, on peut imaginer d'autres conséquences, et d'autres nids à problème. Et clairement, aujourd'hui, il y en a assez comme ça, on va pas s'en rajouter. Mais ça peut être quoi? Bon, quelqu'un qui est pas content, qui demande le remboursement, par exemple. Ça, on va dire que c'est le moins grave. Mais vous pouvez avoir des gens aussi qui se la jouent téméraires et qui se disent non mais moi là, j'ai la trace, j'ai payé, j'y vais. Des gens qui se posent pas la question, hein, qui comprennent pas que la loi c'est la loi et qui se disent moi il me l'a vendu, tu sais quoi, j'y vais, c'est sa faute. Qui se font attraper et qui derrière prennent une prune. Bon, je pense qu'il n'y a aucune chance de se retourner contre la personne qui a fait la trace parce que il y a la réalité du terrain. C'est comme si tu conseilles à quelqu'un de rouler à 200 sur l'autoroute et qu'il le fait, il dit c'est toi. Je suis pas certain que ça aille bien plus loin que ça. Mais c'est pareil, moralement, éthiquement parlant, ça c'est pas correct. Donc on va rester sur le principe de mécontentement, de parfois des détours impressionnants qui vont foutre en l'air toute la journée, faire rentrer de nuit, donner des mauvaises expériences, enfin bref, ça pour moi, c'est pas gérable. Alors d'ailleurs, pour rester un peu sur ce sujet de la réglementation, sachez, pour tous ceux qui n'en connaissent pas encore l'existence, qu'il existe le Codever. C'est un organisme, c'est une association qui défend le droit d'accès au chemin en France et pas simplement pour la moto. Pour tout ce qui va être VTT, quad, piéton, personnes qui font de la rando équestre par exemple, peu importe, l'accès au chemin. Ils aident aussi à rouvrir des chemins qui ferment parce qu'on les utilise plus. Donc il y a des journées plusieurs fois par an pour nettoyer les chemins et les rouvrir. Et ils défendent aussi toutes les personnes qui auront été verbalisées avec beaucoup d'excès de zèle, parce que ça c'est très à la mode en ce moment. Il y en a plein de l'ONF ou je ne sais quoi qui sont en mode cow-boy comme ça et qui mettent des prunes à tout va alors qu'il n'y a pas du tout lieu d'avoir une prune. Si vous êtes adhérent au Codever, en plus de soutenir tout ça, qui va dans le sens de tout le monde, eh bien, vous pourrez être défendu. Et croyez-moi, ils arrivent à faire des choses incroyables et ils arrivent même à faire condamner récemment des mairies qui ont mis des interdictions un petit peu abusives parce qu'il y a un arrangement entre Pierre, Paul et Jacques, là, parce qu'ils connaissent le maire et qu'ils veulent plus personne qui passe derrière chez eux, ce qui peut être un problème parfois, on y revient juste après. Mais bref, ce genre de cas peut être traité aussi par le Codever. Donc si vous faites du tout-terrain, je vous conseille fortement de faire comme moi je fais, c'est d'adhérer au Codever. Comme ça, d'une, vous serez tranquille et en plus, vous soutenez tout cet accès au tout-terrain et chaque personne qui serait éventuellement intéressée par des guides tout-terrain ou qui m'ont posé la question ou qui en font, qui cherchent des traces, qui pratiquent, s'il vous plaît, franchement, c'est je sais plus combien, 30, 40, 50 balles par an, mais dites-vous bien que si demain le tout-terrain devient interdit en France comme en Suisse et qu'il fallait juste que tous on se mette à payer 40 ou 50 balles par an pour se dire qu'on a une chance que ça perdure longtemps, et bah peut-être que ça vaut le coup. Bon, et un des derniers points, c'est un petit peu pour ma salade, ça on va dire, c'est que c'est contre mon positionnement. Déjà que j'ai une moto qui est principalement vue en tout terrain, j'ai des équipements qui sont souvent vus en tout terrain, en tout cas elle est prête pour ça, elle est toute équipée pour faire du off-road, elle a tout ce qu'il faut pour la protéger, même sur des trucs engagés que je ne suis même pas capable de faire et qu'elle elle pourrait faire. Et puis je participe de temps en temps à des événements off-road pour le fun où on va faire des balades avec les copains. Donc déjà tout ça, ça joue contre mon image au niveau de mes guides puisqu'il y a encore et toujours des gens, même si je l'ai écrit partout, qui me disent mais dis donc tes guides, on peut les faire avec n'importe quelle moto, il y a du tout-terrain ou c'est que de la route. Alors si en plus je me mettais à proposer des guides, même avec des sections séparées, je sais qu'on irait dans la confusion, forcément on verrait de plus en plus de vidéos tout-terrain sur ma chaîne et je pense que ça ferait peur à Monsieur Tout le Monde et moi je reste dans cette dimension de Monsieur Tout le Monde puisque c'est absolument ce que je suis, tant au niveau d'être coincé professionnellement parlant, puisqu'il faut que je travaille et que je n'ai pas de congé, donc je peux pas aller faire ce que je veux et partir des mois et des mois en road trip moto. Je peux que me cantonner à des road trips de maximum 2 semaines, comme on va faire au Maroc, et aller-retour porte à porte pour que ça rentre au chausse-pied, c'est pas si simple. Et ça, c'est pour des contraintes personnelles, familiales et des exigences que je me donne et des responsabilités en tant que papa que je veux assumer. Donc vraiment, je reste un monsieur tout le monde. Alors je pourrais très bien dans ce cas-là faire du off-road à tout va, mais pour toutes les raisons énoncées avant, bah non, je me lancerai pas dans du guide off-road. Et si vous avez bien suivi la partie juste avant, le paragraphe juste avant sur la législation française, il est hors de question de proposer des guides et de devenir une espèce de responsable de proposition de guide tout-terrain en France. Et pour ce qui est des voisins faciles, parce que je sais que dans les commentaires, on va commencer à me citer « oui, mais le Portugal, c'est la fête du slip là-bas, c'est le paradis, encore un peu l'Espagne, on va avoir la Grèce, on a tous les pays de l'Est. » Ouais, ok, mais ça, pour un monsieur tout le monde en 2 semaines, avec des recos, et après avec le test et refondre tout ça,
c'est impossible. Et on rentre de toute façon dans tous les paragraphes que j'ai énumérés avant, qui sont des nids à problème, et en tout cas quelque chose d'absolument pas rentable. Mais maintenant, on va parler de la filouterie par derrière, pour du coup ne pas payer ce que coûterait une belle trace off-road. Alors quand je dis filouterie, évidemment, j'incrimine personne, faut pas le prendre mal, faut rester tranquille. Mais c'est juste que depuis le Covid, où ça a été la mode de l'aventure, de on va s'aérer, de on prend de plus en plus les trails, hein, c'est de là que c'est parti, et on va faire du off-road dans l'arrière-pays, dans les chemins un peu partout, et ben comme personne veut faire tout ce que je vous ai dit avant, et l'immense travail qu'il y a à faire pour pondre une belle trace off-road, et ben du coup c'est la mode du t'as la trace, donne la trace, partage la trace, ah tu partages pas la trace, donne la trace, t'as la trace, ce t'as la trace, on en peut plus. Tu fais un événement off-road, tu fais une vidéo dessus, tout le monde a payé, la première chose qui arrive en commentaire c'est « Ah vas-y, donne la trace ». Bon, CF toutes les parties avant, hein, parce que les gens, sinon, ils vont arrêter tout simplement, il n'y en aura plus. Hein. Au bout d'un moment, il y a des choses premium de qualité, ça se paye, une belle trace, ça se paye et c'est sur un événement. Et en plus d'ailleurs, petit aparté, il y a des événements qui arrivent à négocier des autorisations exceptionnelles avec des territoires, des communes, des mairies, des préfectures pour passer pour des événements rien que pour nous. Et ça, le reste du temps, vous ne l'avez pas. Et toute cette mode de t'as la trace amène aussi des gens qui vont les partager un peu de partout pour la fame, pour se dire hey, « moi j'ai filé mes traces, je suis un gentil garçon ». Sauf que ça, qu'est-ce que ça fait ? Parce qu'on retrouve plein de sites, alors je les ai pas en tête, je maîtrise pas puisque je m'y intéresse pas, parce que souvent on va pas savoir si c'est de qualité. Tous les points d'avant, on va pas savoir si c'est dur, si c'est bien fait, si c'est légal, si on va se retrouver dans la merde, on peut pas suivre le truc, les yeux fermés. Mais qu'est-ce que ça fait tout ça ? Eh bien ça fait une surfréquentation dans les chemins, et ça mène, à mon avis, mais il y a sûrement débat, ah merde je suis en train de lancer un débat, en 2026 fais pas ça, il y a tous les tontons qui vont partir là. Remarque, c'est pas que les tontons là, ça va être ou non, mets pas le doigt là-dedans. Allez, si un petit peu. Bref, pour moi, ça, c'est responsable de surfréquentation. Allez, je vous donne un exemple. Le Trans-Euro-Trail, par exemple, le TET. Si vous connaissez pas, Google est votre ami, vous trouverez ce que c'est. Ça vous donne des traces, gratuitement, donc pour le plus grand plaisir de beaucoup, qui vont vous permettre de traverser, on va dire plus ou moins, toute l'Europe, avec un peu tous les pays où c'est légal, par un maximum de chemins. Et bien ça fait quoi? Ça fait qu'on se retrouve avec ce qu'on va appeler, même si c'est difficile, mais c'est pour la fréquentation, le flux que je vais utiliser ce mot-là, on va être sur de l'autoroute du off-road, d'accord? Tout le monde va passer là. Tous les groupes de potes, tous les enduristes, tous les potes enduristes qui vont en maxi-trail, tous les gars qui y vont soit randonner, soit énervés dessus, tous dans le même chemin. Et ça fait quoi ça? Ça fait des locaux, ça fait des administrations, ça fait des autorités qui vont voir passer ça dans les chemins. Alors soit, il y a deux façons de le voir, ça entretient les chemins parce que avec le passage, il n'y a pas la nature qui passe, les ronces et compagnie. Soit, selon l'utilisation et l'usage de certains dans les chemins, ça massacre. C'est à double tranchant. En tout cas, ça va créer du passage qu'il n'y avait pas avant et des nuisances. Donc petit à petit, ça monte des comités de gens qui râlent et qui disent « on ferme ». Et le TET saute à des endroits. Heureusement, il y a des gens pour qui on a fait un hommage aussi tout à l'heure, qui s'appellent les linesman, les traceurs, et qui vont sans arrêt, bénévolement, donc sur leur temps perso, leur temps de famille, etc., aller ouvrir de nouvelles traces pour proposer encore ça. Mais vous avez bien compris qu'au fur et à mesure, ça va continuer comme ça. D'ailleurs, prenez le TET Corse, qui va d'ailleurs me servir d'autres exemples pour la difficulté. Mais a priori, le TET Corse aujourd'hui, il n'y a plus que de la route. Apparemment, il n'y a plus de off-road. Parce que ça pétait un plomb, parce que ça devenait du n'importe quoi. C'est facile, tout le monde prenait un ferry. L'île de Beauté, par les chemins, par les endroits de traverse, sur les plateaux d'altitude et compagnie, en pleine nature sauvage avec personne autour, ça fait rêver. Hein. On va pas se mentir, moi aussi ça me fait rêver. Sauf que du coup, là-bas, comme ils défendent un peu plus leur territoire qu'à d'autres endroits, apparemment il y a eu quelques coups de fusil pour dire stop, toi t'as rien à foutre là, c'est mes terres. Même si c'est pas vrai, même si au cadastre c'était légal. Mais quand t'en as un qui se met devant avec un fusil et qui dit c'est fini, il n'y a plus personne qui passe, et que ça remonte, un organisme comme le TET, au bout d'un moment, il dit basta, on n'est pas responsable de ça. Problème de responsabilité dont je vous parlais tout à l'heure. On peut mettre au milieu la difficulté, puisque le tout-terrain en Corse, comme en Sardaigne, ça devient vite difficile. Et comme on veut tous y aller sans avoir un peu le niveau ou avec un petit peu péter plus haut que son cul comme on dit, et qu'on y va comme ça avec des maxi-trails souvent trop chargés parce qu'on veut se la jouer bivouac et aventure, qu'est-ce qui se passe? Big boom, il y en a qui se blessent ou alors qui se mettent en galère et puis surtout ça se sait et donc d'autres n'y vont plus. Toujours cette notion de difficulté qui devient compliquée parce que y a pas de difficulté adaptable. Et ceux qui n'aiment pas la pierre cassante, les marches et les trucs un peu comme ça qu'on va retrouver par exemple en Corse ou en Sardaigne, fin de l'histoire, c'est pas pour eux. Donc toujours de la difficulté de proposer des traces qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Alors dans ce cas-là, je sais qu'il y en a qui citeront en commentaire l'ACT,
l'Adventure Country Track. Là, on paye un petit abonnement, mais je crois que c'est ridicule, c'est quelques euros pour une fois pour toutes. Et on a accès à des circuits où c'est fait pour les grosses bécanes comme ça, c'est de la rando hyper tranquille, mais il y a très peu de off-road parfois. Ils viennent d'ouvrir la trace France qui lie avec la trace peut-être Italie, en tout cas qui part des Alpes en France et qui va rejoindre celui, alors pour vous c'est là, et qui va rejoindre celui dans les Pyrénées et qui passe longtemps par chez moi à Dromardèche. Et devinez quoi? Nîmes en off-road. Pourquoi? Bah pour toutes les raisons légales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez-y, traversez le Vercors avec du off-road. Ouais, il y a 3-4 pistes, ouais. Mais faire un truc itinérant, logique, intéressant avec des paysages, bah du coup ils ont pris les routes touristiques. Ce qui est très bien, mais c'est pas du off-road. Et on revient sur les arguments de tout à l'heure pour expliquer pourquoi c'est ultra difficile de pondre un truc sympa en off-road. Donc pour moi, cette notion de surfréquentation et de partager des traces partout, que ce soit gratuit comme ce que je viens de citer, ou même que ce soit payant, parce que si elles sont super géniales et qu'elles valent pas très cher, on va pas se leurrer, tout le monde va les prendre. Et ça va revenir au même, l'autoroute. Tout le monde va se retrouver dessus. Et ça fait que derrière, vous avez encore des boulevards avec des gars qui partent à plusieurs sur les chemins. On attire l'attention. Les gens font du zèle, pas contents, c'est chez moi, tatati, tatata, enfin vous connaissez l'histoire. Et derrière, ça ferme en masse. Et en France, au lieu de réglementer, on interdit. Alors que par exemple en Italie, on va retrouver des chemins qui deviennent avec des accès réglementés en fonction des journées. Là, c'est piéton, là, c'est vélo, là, c'est véhicule à moteur. Donc 4x4, quad, moto et compagnie. Et il y en a certains, ça offusque beaucoup de gens, mais c'est comme ça, qui font payer. Vous payez 5 balles, 10 balles, la Alta Via del Sale, la route du sel par exemple, vous payez, pas donné, et encore, je sais plus, c'était il y a longtemps, je paye une quinzaine d'euros ou quoi, mais vous savez que c'est réglementé, vous savez que ce ne sera pas une autoroute, vous savez que c'est entretenu, et quand vous voulez randonner et pas vous croire sur un terrain de motocross, à prendre des risques aussi avec des gens avec qui on partage le chemin, donc vélo, à cause des VTT, à cause ou grâce des VTT électriques, on a de plus en plus de gens qui ne sont pas forcément prêts à être dans des chemins, mais qui vont s'y retrouver dedans. Donc forcément, à partager tout ça, ça devient compliqué. Prenez un exemple simple. Actuellement, je crois que c'est toujours le cas, en tout cas depuis un an, le super col du Parpaillon, quand vous êtes à Barcelonnette avec le tunnel et tout ça, est fermé. Alors on vous dit que le tunnel s'effondre et compagnie. Ok, est-ce qu'on fera des travaux? Bah non, qui c'est qui passe là-bas? Principalement c'est nous, ou les 4x4 et compagnie. Mais ça rapporte pas d'argent ça. Pourquoi est-ce que la France, l'État ou les régions, les collectivités iraient payer pour l'entretenir? Donc on va se retrouver avec une route, une piste incroyable, magnifique, spectaculaire et un peu iconique en France, qui va sûrement plus jamais rouvrir ou plus être accessible. Alors qu'on foutrait une guérite de chaque côté, on te dirait c'est 5 balles, tu régules, t'entretiens. Ok, ça fait râler de payer pour la liberté, l'accès au chemin, machin, mais vous préférez quoi? C'est terminé, plus jamais à vie on peut y aller? Ou on peut quand même y aller et aïe, ça nous a coûté une pinte de bière? Bon, je pense que pour ce qui est de la surfréquentation, vous avez compris ma façon de voir les choses. Je dis pas que c'est la règle, je dis pas que c'est la loi. Chacun pense exactement ce qu'il veut. On peut lancer le débat dans les commentaires. Tout ce qu'il faut, c'est être courtois, être respectueux, accepter l'avis de chacun. Parce que de toute façon, on partage la même passion. On va tous faire du road trip moto, on va tous faire des chemins. On a tous envie de continuer à faire des chemins, de se faire plaisir dedans. On cherche plus ou moins tous la même chose. Il y en a qui abusent un peu. C'est ce qui participe aussi aux interdictions nombreuses qui reviennent parce que la sagesse et la modération ne sont pas tout le temps de mise. Mais bref, on fait la même chose. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit. Et même mieux que ça, vous pouvez proposer une vidéo pour en parler. Ça enrichit le débat à fond ça et ça permet peut-être de continuer tous ensemble à avancer. Voilà, vous savez maintenant toutes les raisons pour lesquelles je ne souhaite pas vous proposer du tout-terrain. Toutefois, petite nuance, puisque vous l'avez vu dans mes vidéos et c'est pour ça, je vous jette pas la pierre, que vous me posez la question, vous avez bien vu que dès que y a une piste qui pointe le bout de son nez à l'œil ou au feeling ou sur Haussmann, je m'engouffre dedans. Dans quel objectif? Chercher un point de vue. Et ceux-là, je vais pas vous les mettre puisque des fois quand on échange ensemble et que je vous donnais en preview ce qu'il y a dans cette vidéo, souvent vous me répondez ouais mais tu pourrais nous filer juste au moins la portion là. Ouais mais la portion c'est un cul-de-sac, c'est 500 mètres, point de vue, ah non pas point de vue, demi-tour ou point de vue oui mais aucun intérêt. Et puis dans ce cas-là, comme je vous dis, il suffit d'avoir le nez sur Haussmann, pareil que moi, je suis pas meilleur qu'un autre. Et puis vous voyez les pointillés, vous voyez la nomenclature sur la carte, vous savez qu'il y a une piste, vous voyez qu'elle sort pas, mais on va se retrouver de toute façon dans tous les problèmes que je viens de dire, on sait pas où ça va, c'est peut-être pas notre chemin, enfin bref, toutes les problématiques de pondre du off-road. Donc moi, vous avez vu que je suis quand même attiré par ça, parce que c'est amusant, parce que j'ai envie de me retrouver tout seul dans la nature et d'aller choper un beau point de vue, donc je suis bien malin quand je vous explique qu'il n'y en aura jamais. Alors, la petite nuance dont je voulais vous parler, puisque là je suis en train de m'embourber dans mes propos, c'est qu'il va y avoir 2 guides
où il y a du off-road. Déjà, il va y avoir le guide en Sardaigne, le deuxième guide en Sardaigne qui vient de sortir là. Vous avez vu sûrement le premier épisode, le reste arrive, parce que là vous n'avez pas vu les pistes en fait, mais vous allez en voir une partie. Il y a peu de pistes. Pourquoi il y a peu de pistes? Pour toutes les raisons, encore une fois, que je viens d'énumérer. Mais il y en a quelques-unes, et croyez-moi, elles valent son gros pesant de cacahuètes. Et en fait, ce guide de Sardaigne, le nouveau, c'est pas le tour classique avec un peu l'intérieur. Comme on avait fait pour la Corse, j'en ai refait un exprès, plus pour les trails, les petites routes, si c'est cassé, si le goudron devient un petit peu un vaste vestige du passé, ou là par contre, comme on n'est pas en France, quand on peut rajouter de la piste, j'en ai rajouté. Toujours dans une logique de faire un itinéraire avec un pseudo tour de Sardaigne et un peu l'intérieur. C'est hyper logique, c'est hyper bien fait, on s'est régalé. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de ces derniers mois à moto, notamment quelques pistes qui sont complètement incroyables. Bon, ça c'est pour le premier exemple. Et le deuxième exemple, eh bien c'est tout simplement le Maroc. Puisque là, on part au Maroc pour tester un guide 100% route. Sauf que, bah oui, on peut pas se refaire. Je viens de vous le dire, j'ai envie aussi de tester certaines pistes. Il y a des pistes qui sont ultra simples, qu'on appelle là-bas des roupistes. Sur la carte, c'est cartographié comme des routes. Mais sur place, nous, il n'y a pas de goudron. Bon, moi, je vais rester sur des roupistes, mais il y en aura un peu. Il y en aura de la tranquille. L'objectif, c'est de faire de la route. Mais au-delà de ces deux-là, il n'y aura pas d'autres guides avec du off-road, même chez les voisins où c'est facile, pour toutes les raisons que vous avez compris au bout d'un moment, à force de les répéter, qui sont dans cette vidéo. Bon. J'espère du coup que vous m'en voudrez pas, que vous comprendrez ce positionnement qui n'engage que moi, qui n'est que le mien, mais je reste quand même persuadé que si tout le monde recherche autant, tel le Graal, des GPX et des pistes et des itinéraires et des road trips off-road, c'est peut-être pas pour rien. Alors, pour tous ceux qui se disent « ouais, mais moi je voudrais quand même faire du off-road, comment je fais ?» Parce que là, j'ai un peu l'impression de vous planter un poignard dans le dos à tous ceux qui aiment faire le off-road comme moi et à jeter un pavé dans la mare, en fait. Je vous orienterai pas vers tous les trucs gratuits, comme je vous ai dit, où on connaît pas le niveau de difficulté, la légalité et tout le tralala. Mais par contre, je peux vous orienter vers toutes les personnes qui sont guides, qui ont le droit et qui ont les assurances pour vous emmener en off-road. Oui, c'est pas le même coup, mais ça reste des moments inoubliable que vous allez passer à moto, ça peut être sur du budget vacances. Et puis vous avez aussi tous les événements tout-terrain qui sont de plus en plus nombreux en France avec de plus en plus d'organismes qui proposent ça. Et si vous me dites « t'es bien mignon mon petit Greg, mais où est-ce que je vais trouver toute cette liste moi? Comment je fais pour savoir où ils sont ?» Mickaël, tu peux répondre à cette question? Non, ça sert à rien, cherchez pas, Mickaël, il va pas sortir de ma cave. Mais Mickaël, avec deux autres personnes, il est à l'origine de ça, de Trailer. Je vous en ai déjà parlé rapidement pour ceux qui suivent un petit peu tout mon travail. En fait, Trailer, c'est une nouvelle plateforme, c'est un site internet qui va vous recenser tout ce qui concerne l'aventure et le voyage à moto. Et en trail, d'où le nom Trailer. Ce qui veut dire que là-dessus, vous allez retrouver absolument toutes les dates d'événements, de sorties proposées par des guides, par des agences, par qui que ce soit, et vous verrez dedans les tarifs, les dates, les pourcentages de off-road, un descriptif, un lien vers les sites des organisateurs, bref, il est là votre Graal. Donc allez faire un tour dessus, et je pense que c'est la meilleure façon de faire du off-road bien fait, avec des super moments à passer en toute légalité. Bon, en attendant, moi, dans 2 jours, je suis censé partir pour le Maroc, et comme vous pouvez le voir, la moto n'est pas prête. Rien n'est prêt, donc je vais finir de vous monter cette vidéo, je vais finir de préparer tout mon bazar et c'est parti pour le Maroc. Et si vous voulez suivre ça et toutes les autres destinations qui vont arriver sur la chaîne, croyez-moi, il y en a encore à venir. Pensez à vous abonner, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui soutient énormément notre travail, surtout aujourd'hui avec YouTube, je le répète encore, qui est en train de flinguer complètement le système parce qu'il ne veut pousser que des shorts, les trucs qu'on swipe comme ça là, sur un téléphone pendant qu'on est en train de... Vous m'avez compris? Et tout ce qui va être format paysage, le bon vieux format, il est en train de le mettre à mal. Et il n'y a que vous qui pouvez aider à faire remonter tout ça et à permettre que ceux qui créent du contenu que vous appréciez existent encore parce que sinon, ils vont disparaître. Alors merci pour votre soutien et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!